Il confessa avoir tué sa femme, bien qu'il sût, et ses interrogateurs devaient le savoir aussi, que sa femme était encore vivante. Il confessa avoir été pendant des années personnellement en contact avec Goldstein et avoir été membre d'une organisation clandestine qui comptait presque tous les êtres humains qu'il eût jamais connus. Il était plus facile de tout confesser et d'accuser tout le monde. En outre, tout en un sens était vrai. Il était vrai qu'il avait été l'ennemi du parti, et aux yeux du parti, il n'y avait pas de distinction entre la pensée et l'acte. Winston avait aussi des souvenirs d'un autre genre. Ils se dressaient dans son esprit sans lien entre eux, comme des tableaux entourés d'ombre. Il se trouvait dans une cellule qui pouvait avoir été sombre ou claire, car il ne pouvait rien voir qu'une paire d'yeux. Il y avait tout près une sorte d'instrument dont le tic-tac était lent et régulier. Les yeux devinrent plus grands et plus lumineux. Il se détacha soudain de son siège, flotta, plongea dans les yeux et fut englouti. Il était attaché à une chaise entourée de cadrans sous une lumière aveuglante. Un homme vêtu d'une blouse blanche lisait les chiffres des cadrans. Il y eut un piétinement de lourdes bottes au dehors. La porte s'ouvrit en claquant. L'officier au visage de cire entra, suivi de 2 gardes. « Salle 101 », dit l'officier. L'homme à la blouse blanche ne se retourna pas. Il ne regarda pas non plus Winston. Il ne regardait que les cadrans. Il roulait dans un immense couloir d'1 kilomètre de long, plein d'une glorieuse lumière dorée. Il se tordait de rire et se confessait à haute voix en criant à tue-tête. Il confessait tout, même les choses qu'il avait réussi à garder secrètes sous la torture. Il racontait l'histoire entière de sa vie à un auditeur qui la connaissait déjà. Il y avait près de lui les gardes, les autres questionneurs, les hommes en blouse blanche, O'Brien, Julia, M. Carrington. Tous descendaient le corridor en roulant et se tordaient de rire. Une chose terrifiante, que l'avenir gardait en réserve, avait en quelque sorte été laissée de côté et ne s'était pas produite. Tout allait bien. Il n'y avait plus de souffrance. Le plus petit détail de sa vie était mis à nu, compris, pardonné. Il se levait précipitamment de son lit de planche, à peu près certain d'avoir entendu la voix d'O'Brien. Pendant tout son interrogatoire, bien qu'il ne l'eût jamais vu, il avait eu l'impression qu'O'Brien était à ses côtés, juste hors de sa vue. C'était O'Brien qui dirigeait tout. C'était O'Brien qui lançait les gardes sur lui et qui les empêchait de le tuer. C'était lui qui décidait à quel moment on devait le faire crier de souffrance, à quel moment on devait lui laisser un répit, quand on devait le nourrir, quand on devait le laisser dormir, quand on devait lui injecter des drogues dans le bras. C'était lui qui posait les questions et suggérait les réponses. Il était le tortionnaire, le protecteur. Il était l'inquisiteur, il était l'ami. Une fois, Winston ne pouvait se rappeler si c'était pendant un sommeil artificiel ou normal, ou même à un moment où il était éveillé, une voix murmura à son oreille « Ne vous inquiétez pas, Winston. Vous êtes entre mes mains. Depuis 7 ans, je vous surveille. Maintenant, l'instant critique est arrivé. Je vous sauverai. Je vous rendrai parfait. » Winston n'était pas certain que ce fût la voix d'O'Brien, mais c'était la même voix qui lui avait dit dans un autre rêve, 7 ans plus tôt, « Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres. » Il ne se souvenait d'aucune conclusion à son interrogatoire. Il y eut une période d'obscurité, puis la cellule ou la pièce dans laquelle il se trouvait alors s'était graduellement matérialisée autour de lui. Il était presque à plat sur le dos, et dans l'impossibilité de bouger. Son corps était retenu par tous les points essentiels. Même sa tête était, il ne savait comment, saisie par derrière. O'Brien laissait tomber sur lui un regard grave et plutôt triste. Son visage, vu d'en dessous, paraissait grossier et usé, avec des poches sous les yeux et des rides de fatigue qui allaient du nez au menton. Il était plus âgé que Winston l'avait pensé. Il avait peut-être 48 ou 50 ans.
Il avait sous la main un cadran dont le sommet portait un levier et la surface un cercle de chiffres. « Je vous ai dit, prononça O'Brien, que si nous nous rencontrions de nouveau, ce serait ici. »« Oui, » répondit Winston. Sans aucun avertissement qu'un léger mouvement de la main d'O'Brien, une vague de douleur envahit le corps de Winston. C'était une souffrance effrayante, parce qu'il ne pouvait voir ce qui lui arrivait, et il avait l'impression qu'une blessure mortelle lui était infligée. Il ne savait si la chose se passait réellement ou si l'effet était produit électriquement. Mais son corps était violemment tordu et déformé. Ses articulations lentement déchirées et séparées. Bien que la souffrance lui eût fait perler la sueur au front, le pire était la crainte que son épine dorsale ne se casse. Il serra les dents et respira profondément par le nez, en essayant de rester silencieux aussi longtemps que possible. « Vous avez peur, » dit O'Brien qui lui surveillait le visage, « que quelque chose ne se brise bientôt. Vous craignez spécialement pour votre épine dorsale. Vous avez une image mentale des vertèbres qui se brisent et se séparent, et de la moelle qui s'en écoule. C'est à cela que vous pensez. N'est-ce pas, Winston ? » Winston ne répondit pas. O'Brien ramena en arrière le levier du cadran. La vague de douleur se retira presque aussi vite qu'elle était venue. « Nous étions à 40, » dit O'Brien. « Vous pouvez voir que les chiffres du cadran vont jusqu'à 100. Voulez-vous vous rappeler, au cours de notre entretien, que j'ai le pouvoir de vous faire souffrir à n'importe quel moment, et au degré que j'aurai choisi. Si vous me dites un seul mensonge, ou essayez de tergiverser d'une manière quelconque, ou même tomber au-dessous du niveau habituel de votre intelligence, vous crierez de souffrance, instantanément. Comprenez-vous ? Oui, répondit Winston. L'attitude d'O'Brien devint moins sévère. Il replaça pensivement ses lunettes et fit un pas ou deux de long en large. Quand il parla, ce fut d'une voix aimable et patiente. Il avait l'air d'un docteur, d'un professeur, même d'un prêtre, désireux d'expliquer et de persuader plutôt que de punir. « Je me donne du mal pour vous, Winston, parce que vous en valez la peine. Vous savez parfaitement ce que vous avez. Vous le savez depuis des années, bien que vous ayez lutté contre cette certitude. Vous êtes dérangé mentalement. Vous souffrez d'un défaut de mémoire. Vous êtes incapable de vous souvenir d'événements réels et vous vous persuadez que vous vous souvenez d'autres événements qui ne se sont jamais produits. Heureusement, cela se guérit. Vous ne vous êtes jamais guéri parce que vous ne l'avez pas voulu. Il y avait un petit effort de volonté que vous n'étiez pas prêt à faire. Même actuellement, je m'en rends bien compte, vous vous accrochez à votre maladie avec l'impression qu'elle est une vertu. Prenons maintenant un exemple. Avec quelle puissance l'Océania est-elle en guerre en ce moment? Quand j'ai été arrêté, l'Océania était en guerre avec l'Estasia. Avec l'Estasia. Bon. Et l'Océania a toujours été en guerre avec l'Estasia, n'est-ce pas? Winston retint son souffle. Il ouvrit la bouche pour parler, mais ne parla pas. Il ne pouvait éloigner ses yeux du cadran. La vérité, je vous prie, Winston. Votre vérité. Dites-moi ce que vous croyez vous rappeler. Je me rappelle qu'une semaine seulement avant mon arrestation, nous n'étions pas du tout en guerre avec l'Estasia. Nous étions les alliés de l'Estasia. La guerre était contre l'Eurasia. Elle durait depuis 4 ans. Avant cela, O'Brien l'arrêta d'un mouvement de la main. Un autre exemple, dit-il. Il y a quelques années, vous avez eu une très sérieuse illusion en vérité. Vous avez cru que 3 hommes à un moment membres du parti, nommés Jones, Aronson et Rutherford, des hommes qui ont été exécutés pour trahison et sabotage après avoir fait une confession aussi complète que possible, n'étaient pas coupables des crimes dont ils étaient accusés.
Vous croyiez avoir vu un document indiscutable prouvant que leur confession était fausse. Il y avait une certaine photographie à propos de laquelle vous aviez une hallucination. Vous croyiez l'avoir réellement tenue entre vos mains. C'était une photographie comme celle-ci. Un bout rectangulaire de journal était apparu entre les doigts d'O'Brien. Il resta dans le champ de vision de Winston pendant peut-être 5 secondes. C'était une photographie, et il n'était pas question de discuter son identité. C'était la photographie. C'était une autre copie de la photographie de Jones, Aronson et Rutherford à la délégation du parti à New York, qu'il avait possédée 11 ans auparavant et qu'il avait promptement détruite. Un instant seulement, il l'eut sous les yeux. Un instant seulement. Puis, elle disparut de sa vue. Mais il l'avait vue. Sans aucun doute, il l'avait vue. Il fit un effort d'une violence désespérée pour se tordre et libérer la moitié supérieure de son corps. Il lui fut impossible de se mouvoir dans aucune direction, même d'1 centimètre. Il avait même pour l'instant oublié le cadran. Tout ce qu'il désirait, c'était tenir de nouveau la photographie entre ses doigts, ou au moins la voir. « Elle existe !» cria-t-il. « Non », répondit O'Brien. O'Brien traversa la pièce. Il y avait un trou de mémoire dans le mur d'en face. Il souleva le grillage. Invisible, le frêle bout de papier tournoyait, emporté par le courant d'air chaud, et disparaissait dans un rapide flamboiement. O'Brien s'éloigna du mur. « Des cendres, » dit-il. « Pas même des cendres identifiables. De la poussière. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Mais elle existe encore. Elle doit exister. Elle existe dans la mémoire, dans la mienne, dans la vôtre. » « Je ne m'en souviens pas, » dit O'Brien. Le cœur de Winston défaillit. C'était de la double pensée. Il avait une mortelle sensation d'impuissance. S'il avait pu être certain qu'O'Brien mentait, cela aurait été sans importance. Mais il était parfaitement possible qu'O'Brien eût réellement oublié la photographie. Et s'il en était ainsi, il devait avoir déjà oublié qu'il avait nié son souvenir, et oublié l'acte d'oublier. Comment être sûr que c'était de la simple supercherie? Peut-être cette folle dislocation de l'esprit pouvait-elle réellement se produire? C'est par cette idée que Winston était vaincu. O'Brien le regardait en réfléchissant. Il avait plus que jamais l'air d'un professeur qui se donne du mal pour un enfant égaré, mais qui promet. « Il y a un slogan du parti qui se rapporte à la maîtrise du passé, » dit-il. « Répétez-le, je vous prie. Qui commande le passé commande l'avenir. Qui commande le présent commande le passé. » Répéta Winston obéissant. « Qui commande le présent commande le passé, » dit O'Brien en faisant de la tête une lente approbation. « Est-ce votre opinion, Winston, que le passé a une existence réelle ?» De nouveau, le sentiment de son impuissance s'abattit sur Winston. Son regard vacilla dans la direction du cadran. Non seulement il ne savait lequel de oui ou de non le sauverait de la souffrance, mais il ne savait même pas quelle réponse il croyait être la vraie. O'Brien sourit faiblement. « Vous n'êtes pas métaphysicien, Winston, » dit-il. « Jusqu'à présent, vous n'avez jamais pensé à ce que signifiait le mot existence. Je vais poser la question avec plus de précision. Est-ce que le passé existe d'une façon concrète dans l'espace? Y a-t-il quelque part ou ailleurs un monde d'objets solides où le passé continue à se manifester? Non. Où le passé existe-t-il donc s'il existe? Dans les documents, il est consigné. Dans les documents. Et dans l'esprit? Dans la mémoire des hommes? Dans la mémoire, très bien.
Nous, le parti, nous avons le contrôle de tous les documents et de toutes les mémoires. Nous avons donc le contrôle du passé, n'est-ce pas? Mais comment pouvez-vous empêcher les gens de se souvenir? Cria Winston, oubliant encore momentanément le cadran. C'est involontaire, c'est indépendant de chacun. Comment pouvez-vous contrôler la mémoire? Vous n'avez pas contrôlé la mienne. L'attitude d'O'Brien devint encore sévère. Il posa la main sur le cadran. Non, dit-il. C'est vous qui ne l'avez pas dirigé. C'est ce qui vous a conduit ici. Vous êtes ici parce que vous avez manqué d'humilité, de discipline personnelle. Vous n'avez pas fait l'acte de soumission dont le prix est la santé mentale. Vous avez préféré être un fou, un minus à bain. L'esprit discipliné peut seul voir la réalité, Winston. Vous croyez que la réalité est objective, extérieure, qu'elle existe par elle-même. Vous croyez aussi que la nature de la réalité est évidente en elle-même. Quand vous vous illusionnez et croyez voir quelque chose, vous pensez que tout le monde voit la même chose que vous. Mais je vous dis, Winston, que la réalité n'est pas extérieure. La réalité existe dans l'esprit humain et nulle part ailleurs. Pas dans l'esprit d'un individu qui peut se tromper et en tout cas périt bientôt. Elle n'existe que dans l'esprit du parti, qui est collectif et immortel. Ce que le parti tient pour vrai est la vérité. Il est impossible de voir la réalité si on ne regarde avec les yeux du parti. Voilà le fait que vous devez apprendre, Winston. Il exige un acte de destruction personnelle, un effort de volonté. Vous devez vous humilier pour acquérir la santé mentale. Il s'arrêta un instant, comme pour permettre à ce qu'il avait dit de pénétrer. Vous rappelez-vous, continua-t-il, avoir écrit dans votre journal « La liberté est la liberté de dire que 2 et 2 font 4 ». Oui, dit Winston. O'Brien présenta à Winston le dos de sa main gauche levée. Le pouce était caché, les 4 doigts étendus. Combien est-ce que je vous montre de doigts, Winston? 4. Le mot se termina par un halètement de douleur. L'aiguille du cadran était montée à 55. La sueur, jaillie de son corps, avait recouvert Winston tout entier. L'air lui déchirait les poumons et ressortait en gémissements profonds qu'il ne pouvait arrêter, même en serrant les dents. O'Brien le surveillait, 4 doigts levés. Il ramena le levier en arrière. Cette fois, la souffrance ne s'apaisa que légèrement. Combien de doigts, Winston? 4. L'aiguille monta à 60. Combien de doigts, Winston? 4. 4. Que puis-je dire d'autre? 4. L'aiguille avait dû monter encore. Il ne la regardait pas. Le visage lourd et sévère et les 4 doigts emplissaient le champ de sa vision. Les doigts étaient dressés devant ses yeux comme des piliers énormes, indistincts, qui semblaient vibrer. Mais il y en avait indubitablement 4. Combien de doigts, Winston? 5. 5. Non, Winston. C'est inutile. Vous mentez. Vous pensez encore qu'il y en a 4. Combien de doigts, s'il vous plaît? 4, 5, 4. Tout ce que vous voudrez. Mais arrêtez cela. Arrêtez cette douleur. Il fut soudain assis, le bras d'O'Brien autour de ses épaules. Il avait peut-être perdu connaissance quelques secondes. Les liens qui le retenaient couché s'étaient détachés. Il avait très froid. Il frissonnait sans pouvoir s'arrêter, ses dents claquaient, des larmes lui roulaient sur les joues. Il s'accrocha un moment à O'Brien comme un enfant, étrangement réconforté par le bras lourd autour de ses épaules. Il avait l'impression qu'O'Brien était son protecteur, que la souffrance était quelque chose qui venait de quelque autre source extérieure, et que c'était O'Brien qui l'en sauverait. « Vous êtes un étudiant lent d'esprit, Winston, » dit O'Brien gentiment. « Comment puis-je l'empêcher » dit-il en pleurnichant. « Comment puis-je m'empêcher de voir ce qui est devant mes yeux? 2 et 2 font 4. Parfois, Winston. Parfois, ils font 5. Parfois, ils font 3.
Parfois, ils font tout à la fois. Il faut essayer plus fort. Il n'est pas facile de devenir sensé. Il étendit Winston sur le lit. L'étreinte se resserra autour de ses membres, mais la vague de souffrance s'était retirée, et le tremblement s'était arrêté, le laissant seulement faible et glacé. O'Brien fit un signe de la tête à l'homme en veste blanche qui était resté immobile pendant qu'il agissait. L'homme à la veste blanche se baissa et regarda de près les yeux de Winston, lui prit le pouls, appuya l'oreille contre sa poitrine, tapota çà et là, puis fit un signe d'assentiment à O'Brien. « Encore, » dit O'Brien. La douleur envahit le corps de Winston. L'aiguille devait être à 70, 75. Il avait cette fois fermé les yeux. Il savait que les doigts étaient toujours là, et qu'il y en avait toujours 4. Tout ce qui importait, c'était de rester en vie jusqu'à la fin de l'accès. Il ne savait plus s'il pleurait ou non. La souffrance diminua. Il ouvrit les yeux. O'Brien avait tiré le levier en arrière. 4, je suppose qu'il y en a 4. Je verrais 5 si je pouvais. J'essaie de voir 5. Qu'est-ce que vous désirez? Me persuader que vous voyez 5 ou les voir réellement? Les voir réellement. Encore, dit O'Brien. L'aiguille était peut-être à 80, 90. Winston ne pouvait se rappeler que par intermittence pourquoi il souffrait. Derrière ses paupières serrées, une forêt de doigts semblait se mouvoir dans une sorte de danse, entrer et sortir entrelacés, disparaître l'un derrière l'autre, réapparaître encore. Il essayait de les compter, il ne se souvenait pas pourquoi. Il savait seulement qu'il était impossible de les compter, à cause d'une mystérieuse identité entre 4 et 5. La souffrance s'éteignit une fois de plus. Quand il ouvrit les yeux, ce fut pour constater qu'il voyait encore la même chose. D'innombrables doigts, comme des arbres mobiles, dévalaient à droite et à gauche, se croisant et se recroisant. Il referma les yeux. « Je montre combien de doigts, Winston ?»« Je ne sais, je ne sais. Vous me tuerez si vous faites encore cela. 4, 5, 6. En toute honnêteté, je ne sais pas. »« Mieux, » dit O'Brien. Une aiguille adroitement introduite glissa dans son bras. Presque instantanément, une chaleur apaisante et délicieuse se répandit en lui. La souffrance était déjà à moitié oubliée. Il ouvrit les yeux et regarda O'Brien avec reconnaissance. À la vue du visage ridé et lourd, si laid et si intelligent, son cœur sembla se fondre. S'il avait pu bouger, il aurait tendu le bras et posé la main sur le bras d'O'Brien. Jamais il ne l'avait aimé si profondément qu'à ce moment. Et ce n'était pas seulement parce qu'il avait fait cesser la douleur. L'ancien sentiment qu'au fond, peu importait qu'O'Brien fût un ami ou un ennemi, était revenu. O'Brien était quelqu'un avec qui on pouvait causer. Peut-être ne désirait-on pas tellement être aimé qu'être compris. O'Brien l'avait torturé jusqu'aux limites de la folie, et dans peu de temps, certainement, il l'enverrait à la mort. Cela ne changeait rien. Dans un sens, cela pénétrait plus profondément que l'amitié. Ils étaient des intimes. D'une façon ou d'une autre, bien que les mots réels ne seraient peut-être jamais prononcés, il y avait un lieu où ils pourraient se rencontrer et parler. Les yeux d'O'Brien baissés vers lui avaient une expression qui faisait penser qu'il avait la même idée. Quand il se mit à parler, ce fut sur le ton aisé d'une conversation. « Savez-vous où vous êtes, Winston ?»« Je ne sais pas. Je peux deviner, au ministère de l'Amour. »« Savez-vous depuis combien de temps vous êtes ici ?»« Je ne sais. Des jours, des semaines, des mois. Je pense que c'est depuis des mois. »« Et vous imaginez-vous pourquoi nous amenons les gens ici ? » Pour qu'ils se confessent ? Non. Ce n'est pas là le motif. Cherchez encore. Pour les punir ? Non, s'exclama O'Brien. Sa voix avait changé d'une façon extraordinaire.
et son visage était soudain devenu à la fois sévère et animé. « Non, pas simplement pour extraire votre confession ou pour vous punir. Dois-je vous dire pourquoi nous vous avons apporté ici? Pour vous guérir, pour vous rendre la santé de l'esprit. Savez-vous, Winston, qu'aucun de ceux que nous amenons dans ce lieu ne nous quitte malade. Les crimes stupides que vous avez commis ne nous intéressent pas. Le parti ne s'intéresse pas à l'acte lui-même. Il ne s'occupe que de l'esprit. Nous ne détruisons pas simplement nos ennemis, nous les changeons. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il était penché au-dessus de Winston. Sa proximité faisait paraître son visage énorme, et Winston, qui le voyait d'en dessous, le trouvait hideux. De plus, il était plein d'une sorte d'exaltation, d'une ardeur folle. Le cœur de Winston se serra une fois de plus. Il se serait tapi plus au fond du lit s'il avait pu. Il croyait qu'O'Brien, par pur caprice, était sur le point de tourner le cadran. À ce moment, cependant, O'Brien s'éloigna. Il fit quelques pas de long en large, puis il continua avec moins de véhémence. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas de martyrs. Vous avez lu ce qu'étaient les persécutions religieuses du passé. Au Moyen Âge, il y eut l'Inquisition. Ce fut un échec. Elle fut établie pour extirper l'hérésie et finit par la perpétuer. Pour chaque hérétique brûlé sur le bûcher, des milliers d'autres se levèrent. Pourquoi? Parce que l'Inquisition tuait ses ennemis en public, et les tuait alors qu'ils étaient encore impénitents. En fait, elle les tuait parce qu'ils étaient impénitents. Les hommes mouraient parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur vraie croyance. Naturellement, toute la gloire allait à la victime, et toute la honte à l'Inquisition qui la brûlait. Plus tard, au XXe siècle, il y eut les totalitaires, comme on les appelait. C'étaient les nazis germains et les communistes russes. Les Russes persécutèrent l'hérésie plus cruellement que ne l'avait fait l'Inquisition. Ils crurent que les fautes du passé les avaient instruits. Ils savaient en tout cas que l'on ne doit pas faire des martyrs. Avant d'exposer les victimes dans des procès publics, ils détruisaient délibérément leur dignité. Ils les aplatissaient par la torture et la solitude jusqu'à ce qu'ils fussent des êtres misérables, rampants et méprisables, qui confessaient tout ce qu'on leur mettait à la bouche, qui se couvraient eux-mêmes d'injures, se mettaient à couvert en s'accusant mutuellement, demandaient grâce en pleurnichant. Cependant, après quelques années seulement, on vit se répéter les mêmes effets. Les morts étaient devenus des martyrs, et leur dégradation était oubliée. Cette fois encore, pourquoi? En premier lieu, parce que les confessions étaient évidemment extorquées et fausses. Nous ne commettons pas d'erreur de cette sorte. Toutes les confessions faites ici sont exactes. Nous les rendons exactes. Et surtout, nous ne permettons pas aux morts de se lever contre nous. Vous devez cesser de vous imaginer que la postérité vous vengera, Winston. La postérité n'entendra jamais parler de vous. Vous serez gazéifié et versé dans la stratosphère. Rien ne restera de vous. Pas un nom sur un registre. Pas un souvenir dans un cerveau vivant. Vous serez annihilé, dans le passé comme dans le futur. Vous n'aurez jamais existé. Alors pourquoi se donner la peine de me torturer? Pensa Winston dans un moment d'amertume. O'Brien arrêta sa marche, comme si Winston avait pensé tout haut. Son large visage laid se rapprocha, les yeux un peu rétrécis. « Vous pensez, dit-il, que puisque nous avons l'intention de vous détruire complètement, rien de ce que vous dites ou faites ne peut avoir d'importance, et qu'il n'y a aucune raison pour que nous prenions la peine de vous interroger d'abord. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? » « Oui, » dit Winston. O'Brien sourit légèrement. « Vous êtes une paille dans l'échantillon, Winston. Une tache qui doit être effacée. Est-ce que je ne viens pas de vous dire que nous sommes différents des persécuteurs du passé? Nous ne nous contentons pas d'une obéissance négative, ni même de la plus abjecte soumission. Quand finalement vous vous rendez à nous,
ce doit être de votre propre volonté. Nous ne détruisons pas l'hérétique parce qu'il nous résiste. Tant qu'il nous résiste, nous ne le détruisons jamais. Nous le convertissons. Nous captons son âme. Nous lui donnons une autre forme. Nous lui enlevons et brûlons tout mal et toute illusion. Nous l'amenons à nous, pas seulement en apparence, mais réellement, de cœur et d'âme. Avant de le tuer, nous en faisons un des nôtres. Il nous est intolérable qu'une pensée erronée puisse exister quelque part dans le monde, quelque secrète et impuissante qu'elle puisse être. Nous ne pouvons permettre aucun écart, même à celui qui est sur le point de mourir. Anciennement, l'hérétique qui marchait au bûcher était encore un hérétique. Il proclamait son hérésie. Il exultait en elle. La victime des épurations russes elle-même pouvait porter la rébellion enfermée dans son cerveau tandis qu'il descendait l'escalier, dans l'attente de la balle. Nous rendons le cerveau parfait avant de le faire éclater. Le commandement des anciens despotismes était « tu ne dois pas ». Le commandement des totalitaires était « tu dois ». Notre commandement est « tu es ». Aucun de ceux que nous amenons ici ne se dresse plus jamais contre nous. Tous sont entièrement lavés. Même ces trois misérables traîtres, en l'innocence desquels vous avez un jour cru, Jones, Aronson et Rutherford, finalement, nous les avons brisés. J'ai moi-même pris part à leur interrogatoire. Je les ai vus graduellement s'user, gémir, ramper, pleurer. Et à la fin, ce n'était ni de douleur ni de crainte, c'était de repentir. Quand nous en avons eu fini avec eux, ils n'étaient plus que des écorces d'hommes. Il n'y avait plus rien en eux que le regret de ce qu'ils avaient fait et l'amour pour Big Brother. Il était touchant de voir à quel point ils l'aimaient. Ils demandèrent à être rapidement fusillés pour pouvoir mourir alors que leur esprit était encore propre. La voix d'O'Brien était devenue presque rêveuse. L'exaltation, l'enthousiasme fou marquaient encore son visage. Il ne feint nullement, pensa Winston. Ce n'est pas un hypocrite. Il croit tous les mots qu'il prononce. Ce qui oppressait le plus Winston, c'était la conscience de sa propre infériorité intellectuelle. Il regardait la forme lourde mais pleine de grâce, qui marchait au hasard de long en large, à l'intérieur ou à l'extérieur du champ de sa vision. O'Brien était un être plus grand que lui de toutes les façons. Toutes les idées qu'il avait jamais eues ou pu avoir, O'Brien les avait depuis longtemps connues, examinées et rejetées. L'esprit d'O'Brien contenait l'esprit de Winston. Comment O'Brien pourrait-il dans ce cas être fou? Ce devait être lui, Winston, qui était fou. O'Brien s'arrêta et le regarda. Sa voix avait pris encore un accent de sévérité. N'imaginez pas que vous vous sauverez, Winston, quelque complètement que vous vous rendiez à nous. Aucun de ceux qui se sont égarés une fois n'a été épargné. Même si nous voulions vous laisser vivre jusqu'au terme naturel de votre vie, vous nous échapperiez encore jamais. Ce qui vous arrive ici vous marquera pour toujours. Comprenez-le d'avance. Nous allons vous écraser jusqu'au point où il n'y a pas de retour. Vous ne guérirez jamais de ce qui vous arrivera, dussiez-vous vivre 1 millier d'années. Jamais plus vous ne serez capable de sentiments humains ordinaires. Tout sera mort en vous. Vous ne serez plus jamais capable d'amour, d'amitié, de joie de vivre, de rire, de curiosité, de courage, d'intégrité. Vous serez creux. Nous allons vous presser jusqu'à ce que vous soyez vide, puis nous vous emplirons de nous-mêmes. Il s'arrêta et fit signe à l'homme à la veste blanche. Winston se rendit compte qu'un lourd appareil était poussé et placé derrière sa tête. O'Brien s'était assis à côté du lit, de sorte que son visage était presque au niveau de celui de Winston. 3000, dit-il en s'adressant par-dessus la tête de Winston à l'homme à la veste blanche. 2 coussinets moelleux, qui paraissaient légèrement humides,
furent fixés contre les tempes de Winston. Il trembla. La souffrance allait recommencer. Un nouveau genre de souffrance. O'Brien posa sur sa main une main presque rassurante et amicale. « Cette fois, cela ne vous fera pas souffrir, » dit-il. « Gardez vos yeux fixés sur les miens. » Il se produisit alors une explosion dévastatrice, ou ce qui lui parut être une explosion, bien que Winston ne fût pas certain qu'il y eût aucun bruit. Il y eut indubitablement un éclair aveuglant. Winston n'était pas blessé. Il se sentait seulement prostré. Bien qu'il fût déjà couché sur le dos quand cela se passa, il avait l'impression curieuse qu'il se trouvait dans cette position parce qu'il avait été assommé. Un coup terrifiant, indolore, l'avait aplati. Il s'était aussi passé quelque chose dans sa tête. Tandis que ses yeux retrouvaient leur convergence, il se rappela qui il était, où il était, et reconnut le visage qui regardait le sien. Mais il y avait, il ne savait comment, un grand trou vide, comme si on lui avait enlevé un morceau de cerveau. « Cela ne durera pas, » dit O'Brien. « Regardez-moi dans les yeux. Avec quel pays l'Océania est-elle en guerre ?» Winston réfléchit. Il savait ce que signifiait Océania et qu'il était lui-même citoyen de l'Océania. Il se souvint aussi de l'Eurasia et de l'Estasia. Mais qui était en guerre et avec qui? Il ne s'en souvenait pas. En fait, il n'avait pas conscience qu'il y eût une guerre. Je ne me souviens pas. L'Océania est en guerre contre l'Estasia. Vous en souvenez-vous maintenant? Oui. L'Océania a toujours été en guerre contre l'Estasia. Depuis le commencement de votre vie, depuis le commencement du parti, depuis le commencement de l'histoire, la guerre a continué sans interruption, toujours la même guerre. Vous rappelez-vous cela? Oui. Il y a 11 ans, vous avez créé une légende au sujet de 3 hommes condamnés à mort pour trahison. Vous prétendiez avoir vu un fragment de papier qui prouvait leur innocence. Ce papier n'a jamais existé. Vous l'avez inventé, et vous vous êtes ensuite mis à croire à son existence. Vous vous rappelez maintenant l'instant même où vous l'avez tout d'abord inventé. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Je viens de lever devant vous les doigts de ma main. Vous avez vu 5 doigts. Vous en rappelez-vous? Oui. O'Brien leva les doigts de sa main gauche en gardant son pouce caché. Il y a là 5 doigts. Voyez-vous 5 doigts? Oui. Et il les vit, pendant 1 minute fugitive, tandis que dans son esprit le décor changeait. Il vit 5 doigts, et il n'y avait aucune déformation. Puis tout redevint normal. La vieille peur, la haine et l'étonnement revinrent ensemble. Mais il y avait eu un moment, il ne savait combien de temps, 30 secondes peut-être, de bienheureuse certitude. Alors que chaque nouvelle suggestion d'O'Brien comblait un espace vide et devenait une vérité absolue, alors que 2 et 2 auraient pu faire 3, aussi bien que 5, si cela avait été nécessaire. Ce moment s'était effacé avant qu'O'Brien eût baissé la main. Mais bien que Winston ne pût le retrouver, il pouvait s'en souvenir, comme on se souvient d'une expérience très nette, ayant eu lieu à une époque reculée de la vie, quand on était en fait une personne différente. « Vous voyez maintenant ?» dit O'Brien. « Qu'en tout cas c'est possible. »« Oui, » répondit Winston. O'Brien se releva, l'air satisfait. Winston vit à sa gauche l'homme à la blouse blanche qui brisait une ampoule et tirait en arrière le piston d'une seringue. O'Brien se tourna vers Winston avec un sourire. Presque comme anciennement, il assura sur son nez l'équilibre de ses lunettes. « Vous souvenez-vous d'avoir écrit dans votre journal qu'il était indifférent que je sois un ami ou un ennemi, puisque j'étais au moins quelqu'un qui comprenait et à qui on pouvait parler. Vous aviez raison. J'aime parler avec vous. Votre esprit me plaît. Il ressemblerait au mien s'il n'avait été malade.
Avant que nous mettions fin à la séance, vous pouvez me poser quelques questions si vous le désirez. N'importe quelle question? N'importe laquelle. Il vit les yeux de Winston posés sur le cadran. Il est éteint. Quelle est votre première question? Qu'avez-vous fait de Julia? O'Brien sourit encore. Elle vous a donné, Winston. Immédiatement, sans réserve. J'ai rarement vu quelqu'un venir si promptement à nous. Vous la reconnaîtriez à peine. Toute sa rébellion, sa fourberie, sa folie, sa malpropreté d'esprit, tout a été brûlé et effacé. Ce fut une conversion parfaite, un cas de manuel. Vous l'avez torturée? O'Brien laissa cette question sans réponse. Question suivante, dit-il. Big Brother existe-t-il? Naturellement, il existe. Le parti existe. Big Brother est la personnification du parti. Existe-t-il de la même façon que j'existe? Vous n'existez pas, dit O'Brien. Une fois encore, un sentiment d'impuissance assaillit Winston. Il savait ou pouvait imaginer les arguments qui prouvaient sa propre non-existence. Mais ils n'avaient pas de sens. C'étaient des jeux de mots. Est-ce que la constatation « vous n'existez pas » ne contenait pas une absurdité de logique? Mais à quoi bon le dire? Son esprit se contracta à la pensée des arguments fous et indiscutables avec lesquels O'Brien le démolirait. « Je pense que j'existe, » dit-il avec lassitude. « Je suis né, je mourrai, j'ai des bras et des jambes, j'occupe un point particulier de l'espace. Aucun autre objet solide ne peut, en même temps que moi, occuper le même point. Dans ce sens, Big Brother existe-t-il? Ce sens n'a aucune importance. Big Brother existe. Big Brother mourra-t-il jamais? Naturellement non. Comment pourrait-il mourir? La fraternité existe-t-elle? Cela, Winston, vous ne le saurez jamais. Même si nous décidions de vous libérer après en avoir fini avec vous, et si vous viviez jusqu'à 90 ans, vous ne sauriez encore pas si la réponse à cette question est oui ou non. Tant que vous vivrez, ce sera dans votre esprit une énigme insoluble. Winston resta silencieux. Sa poitrine s'élevait et s'abaissait un peu plus vite. Il n'avait pas encore posé la question qui lui était tout d'abord venue à l'esprit. Il devait la poser, mais il semblait que sa langue ne voulut pas la prononcer. Il y eut une ombre d'amusement sur le visage d'O'Brien. Ses lunettes elles-mêmes semblaient jeter une lueur ironique. « Il sait », pensa soudain Winston. « Il sait ce que je vais demander. » À cette idée, les mots jaillirent d'eux-mêmes. « Qu'y a-t-il dans la salle 101 » L'expression du visage d'O'Brien ne changea pas. Il répondit sèchement. « Vous savez ce qu'il y a dans la salle 101, Winston? Tout le monde sait ce qu'il y a dans la salle 101. » Il leva un doigt à l'adresse de l'homme à la veste blanche. Évidemment, la séance se terminait. Une aiguille fut brusquement introduite dans le bras de Winston. Il tomba presque instantanément dans un profond sommeil. Votre réintégration comporte 3 stades. Étudier, comprendre, accepter. Il est temps que vous entriez dans le second stade. Winston était comme toujours couché sur le dos, mais depuis peu ses liens étaient plus lâches. Il le retenait encore au lit, mais il pouvait bouger un peu les genoux, tourner la tête à droite et à gauche, lever les avant-bras. Le cadran aussi était devenu moins redoutable. Lorsque son esprit était assez vif, Winston pouvait éviter ses coups. C'était surtout quand il montrait de la stupidité qu'O'Brien poussait le levier. Il traversait parfois toute une séance sans que le cadran fût employé. Winston ne se rappelait pas combien il y avait eu de séances. Le processus tout entier semblait s'étendre sur un temps long, indéfini, des semaines peut-être, et les intervalles entre les séances pouvaient avoir été parfois des jours,
parfois 1 ou 2 heures seulement. Depuis que vous êtes couché là, dit O'Brien, vous vous êtes souvent demandé, vous m'avez même demandé, pourquoi le ministère de l'Amour devait dépenser pour vous tant de temps et tant de soucis. Quand vous étiez libre, vous étiez embarrassé par une question qui, dans son essence, était la même. Vous pouviez saisir le mécanisme de la société dans laquelle vous viviez, mais pas les motifs sous-jacents. Vous rappelez-vous avoir écrit dans votre journal « Je comprends comment, je ne comprends pas pourquoi ». C'est quand vous pensiez à pourquoi que vous doutiez de l'équilibre de votre esprit. Vous avez lu le livre de Goldstein, du moins en partie. Vous a-t-il appris quelque chose que vous ne saviez déjà? Vous l'avez lu? Demanda Winston. Je l'ai écrit. C'est-à-dire j'ai participé à sa rédaction. Aucun livre n'est l'œuvre d'un seul individu, comme vous le savez. Est-ce vrai ce qu'il dit? Dans sa partie descriptive, oui. Mais le programme qu'il envisage n'a pas de sens. Une accumulation secrète de connaissances, un élargissement graduel de compréhension, en dernier lieu une rébellion prolétarienne et le renversement du parti, vous prévoyez vous-même que c'était ce qu'il dirait. Tout cela n'a pas de sens. Les prolétaires ne se révolteront jamais. Pas dans 1 millier ni 1 million d'années. Ils ne le peuvent pas. Je n'ai pas à vous en donner la raison, vous la savez déjà. Si vous avez jamais caressé des rêves de violente insurrection, vous devez les abandonner. La domination du parti est éternelle. Que ce soit le point de départ de vos réflexions. Il se rapprocha du lit. Éternel, répéta-t-il. Et maintenant, revenons à la question comment et pourquoi. Vous comprenez assez bien comment le parti se maintient au pouvoir. Dites-moi maintenant pourquoi nous nous accrochons au pouvoir. Pour quel motif voulons-nous le pouvoir? Allons, parlez, ajouta-t-il comme Winston demeurait silencieux. Pendant 1 minute ou 2, néanmoins, Winston n'ouvrit pas la bouche. Une impression de fatigue l'accablait. La lueur confuse d'enthousiasme fou avait disparu du visage d'O'Brien. Il prévoyait ce que dirait O'Brien, que le parti ne cherchait pas le pouvoir en vue de ses propres fins, mais pour le bien de la majorité, qu'il cherchait le pouvoir parce que, dans l'ensemble, les hommes étaient des créatures frêles et lâches, qui ne pouvaient endurer la liberté ni faire face à la vérité, et devaient être dirigés et systématiquement trompés par ceux qui étaient plus forts qu'eux. Que l'espèce humaine avait le choix entre la liberté et le bonheur, et que le bonheur valait mieux. Que le parti était le gardien éternel du faible, la secte qui se vouait au mal pour qu'il en sorte du bien, qui sacrifiait son propre bonheur à celui des autres. Le terrible, pensa Winston, le terrible est que lorsque O'Brien prononçait ces mots, il y croyait. On pouvait le voir à son visage. O'Brien savait tout. Il savait 1000 fois mieux que Winston ce qu'était le monde en réalité. Dans quelle dégradation vivaient les êtres humains, et par quels mensonges et quelle barbarie le parti les maintenait dans cet état. Il avait tout compris, tout pesé, et cela ne changeait rien. Tout était justifié par le but à atteindre. Que peut-on, pensa Winston, contre le fou qui est plus intelligent que vous, qui écoute volontiers vos arguments, puis persiste simplement dans sa folie. « Vous nous gouvernez pour notre propre bien ?» dit-il faiblement. « Vous pensez que les êtres humains ne sont pas capables de se diriger eux-mêmes et qu'alors... » Il sursauta et pleura presque. Il avait été traversé d'un élancement douloureux. O'Brien avait poussé le levier du cadran au-dessus de 35. « C'est stupide, Winston. Stupide, dit-il. Vous feriez mieux de ne pas dire de pareilles sottises. Il recula la manette et continua. Je vais vous donner la réponse à ma question. La voici. Le parti recherche le pouvoir pour le pouvoir. Exclusivement pour le pouvoir. Le bien des autres ne l'intéresse pas.
Ils ne recherchent ni la richesse, ni le luxe, ni une longue vie, ni le bonheur. Ils ne recherchent que le pouvoir. Le pur pouvoir. Ce que signifie pouvoir pur, vous le comprendrez tout de suite. Nous différons de toutes les oligarchies du passé en ce que nous savons ce que nous voulons. Toutes les autres, même celles qui nous ressemblent, étaient des poltronnes et des hypocrites. Les nazis germains et les communistes russes se rapprochent beaucoup de nous par leurs méthodes, mais ils n'eurent jamais le courage de reconnaître leurs propres motifs. Ils prétendaient, peut-être même le croyaient-ils, ne s'être emparés du pouvoir qu'à contre-cœur, et seulement pour une durée limitée, et que, passé le point critique, il y aurait tout de suite un paradis où les hommes seraient libres et égaux. Nous ne sommes pas ainsi. Nous savons que jamais personne ne s'empare du pouvoir avec l'intention d'y renoncer. Le pouvoir n'est pas un moyen, il est une fin. On n'établit pas une dictature pour sauvegarder une révolution. On fait une révolution pour établir une dictature. La persécution a pour objet la persécution. La torture a pour objet la torture. Le pouvoir a pour objet le pouvoir. Commencez-vous maintenant à me comprendre? Winston était frappé, comme il l'avait déjà été, par la fatigue du visage d'O'Brien. Il était fort, musclé et brutal. Il était plein d'intelligence et d'une sorte de passion contenue contre laquelle il se sentait impuissant. Mais c'était un visage fatigué. Il y avait des poches sous les yeux. La peau s'affaissait sous les pommettes. O'Brien se pencha vers lui, rapprochant volontairement de lui son visage usé. « Vous pensez, dit-il, que mon visage est vieux et fatigué. Vous pensez que je parle de puissance, alors que je ne suis même pas capable d'empêcher le délabrement de mon propre corps. Ne pouvez-vous comprendre, Winston, que l'individu n'est qu'une cellule? La fatigue de la cellule fait la vigueur de l'organisme. Mourrez-vous quand vous vous coupez les ongles? » Il s'éloigna du lit et se mit à arpenter la pièce de long en large, une main dans sa poche. « Nous sommes les prêtres du pouvoir, » dit-il. « Dieu, c'est le pouvoir. Mais actuellement, le pouvoir, pour autant qu'il vous concerne, n'est pour vous qu'un mot. Il est temps que vous ayez une idée de ce que signifie ce mot pouvoir. Vous devez premièrement réaliser que le pouvoir est collectif. L'individu n'a de pouvoir qu'autant qu'il cesse d'être un individu. Vous connaissez le slogan du parti. La liberté, c'est l'esclavage. Vous êtes-vous jamais rendu compte qu'il était réversible? L'esclavage, c'est la liberté. Seul, libre, l'être humain est toujours vaincu. Il doit en être ainsi, puisque le destin de tout être humain est de mourir, ce qui est le plus grand de tous les échecs. Mais s'il peut se soumettre complètement et entièrement, s'il peut échapper à son identité, s'il peut plonger dans le parti jusqu'à être le parti, il est alors tout-puissant et immortel. Le second point que vous devez comprendre est que le pouvoir est le pouvoir sur d'autres êtres humains, sur les corps, mais surtout sur les esprits. Le pouvoir sur la matière, sur la réalité extérieure, comme vous l'appelez, n'est pas important. Notre maîtrise de la matière est déjà absolue. Un moment, Winston oublia le cadran. Il fit un violent effort pour s'asseoir et ne réussit qu'à se tordre douloureusement. « Mais comment pouvez-vous commander à la matière ?» éclata-t-il. « Vous ne commandez même pas au climat ou à la loi de gravitation. Et il y a les maladies, les souffrances, la mort. » O'Brien le fit taire d'un geste de la main. « Nous commandons à la matière, puisque nous commandons à l'esprit. La réalité est à l'intérieur du crâne. Vous apprendrez par degrés, Winston. Il n'y a rien que nous ne puissions faire. Invisibilité, lévitation, tout. Je pourrais laisser le parquet et flotter comme une bulle de savon si je le voulais. Je ne le désire pas parce que le parti ne le désire pas.
Il faut vous débarrasser l'esprit de vos idées du XIXe siècle sur les lois de la nature. Nous faisons les lois de la nature. Non. Vous n'êtes même pas les maîtres de cette planète. Que direz-vous de l'Eurasia et l'Estasia? Vous ne les avez même pas encore conquises. Sans importance. Nous les conquérons quand cela nous conviendra. Et qu'est-ce que cela changerait si nous le faisions? Nous pouvons les exclure de l'existence. Le monde, c'est l'Océania. Mais le monde lui-même n'est qu'une tache de poussière. Et l'homme est minuscule, impuissant. Depuis quand existe-t-il? La Terre, pendant des milliers d'années, a été inhabitée. Sottise. La Terre est aussi vieille que nous, pas plus vieille. Comment pourrait-elle être plus âgée? Rien n'existe que par la conscience humaine. Mais les rochers sont pleins de fossiles d'animaux disparus, de mammouths, de mastodontes, de reptiles énormes qui vécurent sur Terre longtemps avant qu'on n'eût jamais parlé des hommes. Avez-vous jamais vu ces fossiles, Winston? Naturellement non. Les biologistes du XIXe siècle les ont inventés. Avant l'homme, il n'y avait rien. Après l'homme, s'il pouvait s'éteindre, il n'y aurait rien. Hors de l'homme, il n'y a rien. Mais l'univers entier est extérieur à nous. Voyez les étoiles. Quelques-unes sont à 1 million d'années-lumière de distance. Elles sont à jamais hors de notre atteinte. Que sont les étoiles? Dit O'Brien avec indifférence. Des fragments de feu à quelques kilomètres. Nous pourrions les atteindre si nous le voulions. Ou nous pourrions les faire disparaître. La Terre est le centre de l'univers. Le Soleil et les étoiles tournent autour d'elle. Winston eut encore un mouvement convulsif. Cette fois, il ne dit rien. O'Brien continua comme s'il répondait à une objection. Dans certains cas, évidemment, ce n'est pas vrai. Quand nous naviguons sur l'océan, ou quand nous prédisons une éclipse, il est souvent commode de penser que la Terre tourne autour du Soleil, et que les étoiles sont à des millions de kilomètres. Et puis après, supposez-vous qu'il soit au-dessus de notre pouvoir de mettre sur pied un double système d'astronomie? Les étoiles peuvent être proches ou distantes selon nos besoins. Croyez-vous que nos mathématiciens ne soient pas à la hauteur de cette dualité? Avez-vous oublié la double pensée? Winston se recroquevilla dans le lit. Quoi qu'il pût dire, une immédiate et fulgurante réponse l'écrasait comme l'aurait fait un gourdin. Il savait cependant qu'il était dans le vrai. Il y avait sûrement quelque manière de démontrer que la croyance que rien n'existe en dehors de l'esprit était fausse. N'avait-on pas, il y avait longtemps, démontré l'erreur de cette théorie? On la désignait même d'un nom qu'il avait oublié. Un faible sourire retroussa les coins de la bouche d'O'Brien qui le regardait. « Je vous ai dit, Winston, que la métaphysique n'est pas votre fort. Le mot que vous essayez de trouver est solipsisme. Mais vous vous trompez. Ce n'est pas du solipsisme. Ou, si vous voulez, c'est du solipsisme collectif. Tout cela est une digression. » Ajouta-t-il avec indifférence. Le réel pouvoir, le pouvoir pour lequel nous devons lutter jour et nuit, est le pouvoir non sur les choses, mais sur les hommes. Il s'arrêta et reprit un instant l'air du pédagogue qui questionne un élève qui promet. Comment un homme s'assure-t-il de son pouvoir sur un autre, Winston? Winston réfléchit. En le faisant souffrir, répondit-il. Exactement, en le faisant souffrir. L'obéissance ne suffit pas. Comment, s'il ne souffre pas, peut-on être certain qu'il obéit non à sa volonté, mais à la vôtre? Le pouvoir est d'infliger des souffrances et des humiliations. Le pouvoir est de déchirer l'esprit humain en morceaux que l'on rassemble ensuite sous de nouvelles formes que l'on a choisies. Commencez-vous à voir quelle sorte de monde nous créons? C'est exactement l'opposé des stupides utopies hédonistes qu'avaient imaginées les anciens réformateurs. Un monde de crainte, de trahison, de tourments. Un monde d'écraseurs et d'écrasés. Un monde qui, au fur et à mesure qu'il s'affinera, deviendra plus impitoyable. Le progrès dans notre monde
sera le progrès vers plus de souffrance. L'ancienne civilisation prétendait être fondée sur l'amour et la justice. La nôtre est fondée sur la haine. Dans notre monde, il n'y aura pas d'autre émotion que la crainte, la rage, le triomphe et l'humiliation. Nous détruirons tout le reste. Tout. Nous écrasons déjà les habitudes de pensée qui ont survécu à la Révolution. Nous avons coupé les liens entre l'enfant et les parents, entre l'homme et l'homme, entre l'homme et la femme. Personne n'ose plus se fier à une femme, un enfant ou un ami. Mais plus tard, il n'y aura ni femme, ni ami. Les enfants seront à leur naissance enlevés aux mères, comme on enlève leurs œufs aux poules. L'instinct sexuel sera extirpé. La procréation sera une formalité annuelle, comme le renouvellement de la carte d'alimentation. Nous abolirons l'orgasme. Nos neurologistes y travaillent actuellement. Il n'y aura plus de loyauté qu'envers le parti. Il n'y aura plus d'amour que l'amour éprouvé pour Big Brother. Il n'y aura plus de rire que le rire de triomphe provoqué par la défaite d'un ennemi. Il n'y aura ni art, ni littérature, ni science. Quand nous serons tout-puissants, nous n'aurons plus besoin de science. Il n'y aura aucune distinction entre la beauté et la laideur. Il n'y aura ni curiosité, ni joie de vivre. Tous les plaisirs de l'émulation seront détruits. Mais il y aura toujours. N'oubliez pas cela, Winston. Il y aura l'ivresse toujours croissante du pouvoir, qui s'affinera de plus en plus. Il y aura toujours, à chaque instant,